Madame, monsieur, alors que beaucoup d'entre vous se rassemblent autour de la crèche ou au pied du sapin, prenons de notre côté un instant pour dire simplement merci. Merci aux millions de téléspectateurs qui font vivre notre chaîne. Et puisque nous sommes dans le temps de Noël, ayons une pensée toute particulière pour les plus fragiles et les plus seuls de notre communauté TVL, qui souffrent aussi, comme nous, de voir la France se déliter, s'effacer sous nos pas. Et cela nous rappelle l'absolue nécessité de soutenir TV Liberté par vos dons. Nous sommes à un point de bascule. Encore 7 jours, 7 petits jours, pour que l'avenir de notre chaîne ne soit pas compromis. Noël est là. À tous ceux qui célèbrent la naissance du Sauveur, que cette joie et cette espérance les accompagnent vers une humanité renouvelée. À tous ceux qui savent qu'après les périodes sombres, le soleil finit toujours par renaître. Nous souhaitons un Noël plein de bonheur. Joyeux, joyeux Noël. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons le témoignage d'un ancien médecin-chef des pompiers de Paris, Claude Fuyat. Bonjour. Bonjour. Alors Claude Fuyat, vous êtes anesthésiste réanimateur, spécialiste de médecine d'urgence. Vous avez exercé pendant plus de 20 ans au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et aujourd'hui, vous nous présentez De sang et d'or, quand l'urgence est une vie, c'est chez Marais Éditions. Alors, vous y racontez toute votre vie, vos parcours, les événements que vous avez connus, comme le séisme à Haïti, la prise d'otage de Neuilly en 93, l'accident de la gare de Lyon, l'accident mortel de Lady Diana. Alors, pourquoi ce titre de sang et d'or? Est-ce que c'est parce que dans tous les drames, les tragédies que vous avez pu voir de près, dont vous avez été même un acteur, vous avez au fond trouvé de l'or, qui était un peu le moteur de votre vocation? Oui, tout à fait. En fait, le titre est à double entrée. Essentiellement, effectivement, j'arrive quand je retourne derrière le passé, ce qui s'est passé, tous les drames que j'ai vécus. Je me dis que ma vie a été jonchée de sang, de pleurs, de larmes, de drames. Mais en même temps, j'ai eu la chance de vivre une vie professionnelle extraordinaire, donc une vie d'or en fin de compte. De plus, je suis d'origine catalane, je suis catalan, côté français, et le drapeau catalan c'est sang et or. Donc en fait ce titre, c'est en fait un hommage à la Catalogne, comme en Wells, mais surtout aussi un regard sur mon passé, sur les drames que j'ai vécus, mais aussi la chance de d'avoir une profession et un métier, je dirais, et plus qu'un métier, une passion en or. Alors c'est un métier, une passion qui vous a rendu acteur de certains événements historiques. Il y en a un qui a eu un très fort retentissement, c'était la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. Certains s'en souviennent, pas moi parce que je n'avais que quelques mois, le 13 mai 1993. Vous racontez tout ce chapitre vraiment presque comme un roman policier. Vous nous replongez vraiment au cœur de cette action. Oui, on remonte à plus de 25 ans, puisque là même, au 93, on a dépassé les 30 ans. C'est un événement qui a beaucoup marqué en France et même à l'étranger. C'est la prise d'otage de 6 enfants, puisqu'à la fin, au début, j'étais beaucoup plus que 6, puisqu'il y a une libération d'otages, mais à la fin, pendant quasiment 2 jours, le preneur d'otages a gardé 6 petites filles qui avaient 3 ans, qui étaient en petite section de maternelle à Neuilly. Et pendant ces quasiment 48 heures de prise d'otages, la France était devant leur télévision et même le monde entier. Prise d'otage qui s'est terminée par la mort du preneur d'otages et prise d'otage qui a permis à Nicolas Sarkozy, qui à l'époque était maire de Neuilly, donc la commune où il est la prise d'otage, et en même temps ministre du budget, de se présenter comme le sauveur des enfants. Bon, il a été certes un personnage important dans ces négociations, surtout par son dynamisme. Il a permis la libération de l'immense majorité des enfants, sauf les 6 derniers. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a pris des risques inconsidérés, mais enfin, en tous les cas, il a montré son dynamisme pour pouvoir négocier la libération d'un grand nombre de ces enfants avant que la situation se fige pendant plusieurs heures, et l'assaut du raid qui a permis la libération des 6 derniers enfants.
Oui, tout ça dont vous nous racontez vraiment les coulisses, l'envers du décor. Vous avez même grignoté quelques chips avec Nicolas Sarkozy. En plein milieu de la nuit où tout s'effondre. Il y a un autre événement beaucoup plus proche de nous dont vous parlez, ce sont les attentats du 13 novembre 2015, vous avez été un peu dépêché un peu dernière minute, parce que c'était un soir où vous n'étiez pas de garde, vous étiez même sortiez du cinéma lorsque vous avez appris cette nouvelle. Pour être précis, le 13 novembre 2015, je n'étais plus chez les sapeurs-pompiers de Paris depuis un certain temps, puisque j'ai quitté le poste de médecin-chef de Paris en 2008. J'avais eu d'autres fonctions au ministère de l'Intérieur en Afrique, et puis j'étais sur la fin de ma carrière, et à cette époque-là j'étais au ministère de la Défense chargé de mission interministérielle du directeur central du service de santé des armées. Mais pour garder le contact avec le médecine pendant cette période, je dirais, de professionnelle, où j'avais un travail plus administratif, on va dire, je continuais à prendre des gardes au SAMU de Paris en tant que médecin régulateur. Et ce soir-là, je n'étais pas de garde, j'étais exactement de garde le vendredi précédent comme médecin régulateur du SAMU de Paris, et j'étais allé au cinéma parce que ma famille était encore en Afrique, et j'étais allé voir un sublime film qui s'appelle Le Conformiste avec Jean-Louis Trintignant, et en sortant à 21h30, je décide de rentrer chez moi. Et puis, à l'époque, dans le métro, l'Internet ne passe pas. Et lorsque j'arrive dans le 15e arrondissement, le métro devient rien, et je m'aperçois qu'il y a d'abord une explosion au Stade de France, une fusillade. Donc je rentre chez moi, je regarde un peu les informations, et là je m'aperçois que c'est extrêmement grave. Donc je rejoins le SAMU de Paris pour aider en salle de crise, et j'aide avec d'autres praticiens hospitaliers la crise. Mais surtout, ce qui est un petit peu particulier pour moi, c'est que la modélisation du plan de secours multi-attentat de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sa facette médicale de cette organisation, c'est moi qui l'ai conçue dans les années 2005, 2006, 2007. Et en fait, cette organisation a été mise en place donc quelques années après. Et j'ai eu un peu l'impression d'être comme le héros du désert des Tartares, de partir, d'être plus là lorsque la crise arrivait, même si j'ai participé effectivement à aider la crise, mais je n'étais plus complètement aux manettes, je dirais, de l'événement et sur le terrain. Voilà. En tout cas, pour ceux qui sont sur le terrain, et là vous savez de quoi vous parlez, il faut un sang-froid à toute épreuve, surtout dans ce contexte où les attentats se succèdent au cours d'une même nuit. Alors, pour comprendre un peu le fonctionnement, lorsque on revient un petit peu flashback en arrière, lorsque j'étais médecin-chef des pompiers de Paris, la France avait l'expérience d'attentats, des attentats des années 80, 90, mais c'était des attentats, des uni-attentats, avec un seul attentat, et donc un nombre de victimes relativement limité, même si c'est toujours beaucoup trop, pour être simple, de l'ordre de quelques morts à une dizaine de morts, et une vingtaine de blessés graves, et on va dire 80 à 100 blessés légers, mais les moyens de Paris et de la petite couronne sont extrêmement importants et ne posaient pas de problème. Je dirais de moyens, mais de problèmes de coordination uniquement. Et puis intervient le 11 septembre 2001, où là, attentat simultané, mais c'est loin de la France, il n'y a pas vraiment de prise en compte, même si le risque, bien sûr, est présent et conceptualisé, mais il n'y a pas vraiment sur le terrain de conséquences. Et puis, en 2004, il y a l'attentat de Madrid. L'attentat de Madrid, je rappelle, c'est 4 trains qui sont attaqués, en tout 10 bombes qui explosent, c'est 200 morts, 200 blessés graves et 2000 blessés légers. Oui, c'est énorme. Même avec beaucoup de moyens, c'est difficile à gérer. Et un an après, au mois de juillet 2005, attentat de Londres, multi-attentat exactement, un peu moins grave, je dirais, relativement, mais une 50aine de morts, autant de blessés graves. Et là, à ce moment-là, le général qui commande la brigade de Sapeurs-pompiers de Paris appelle tous ses grands sous-chefs
et on décide de réfléchir comment s'organiser, et on fait 2 missions, une mission auquel je participe en Israël et une mission à Madrid pour voir un peu leurs difficultés, comment agir, et à partir de là, on a mis en place ce qu'on appelle un plan multi-attentat. Voilà. Et c'est ce qui a permis été mis en place le 13 novembre 2015, une réflexion qui avait été faite une dizaine d'années, enfin un peu plus auparavant, quoi. Oui, il y avait eu la préparation, évidemment, pour anticiper un tel choc, évidemment. À côté de tous ces événements spectaculaires, il y a aussi tous les drames du quotidien. D'ailleurs, vous commencez ainsi votre livre. Voilà, aujourd'hui, une jeune fille est morte, 25 ans peut-être, 22 ou 27. Elle traversait en courant l'avenue des Ternes, derrière le Palais des Congrès. Se précipitait-elle pour rejoindre son amoureux? Elle n'a pas vu le bus arriver. Voilà, c'est des histoires tragiques. En fait, vous êtes quelque part confronté souvent à la mort, et parfois, dans certains cas, malheureusement, vous pouvez sauver in extremis la personne, et dans d'autres, vous êtes démuni. Oui, ben c'est notre métier, c'est-à-dire que heureusement on sauve des gens, et je dirais souvent on m'a dit, mais est-ce que tu es fier d'avoir sauvé des gens? Alors la première réflexion que j'ai, c'est toujours de dire bien sûr, notre métier amène la fierté quand on sauve des gens, mais doit surtout nous amener l'humilité, parce que c'est jamais une personne seule qui sauve quelqu'un, c'est toujours une équipe, une équipe préhospitalière, une équipe hospitalière. J'ai l'habitude de dire, au mieux on a un chef d'orchestre dans ce cas-là, et si les musiciens ne savent pas jouer, la symphonie n'est pas belle. Donc c'est tout un ensemble qui permet de sauver les gens, et c'est vrai que ces satisfactions-là permettent de masquer, je dirais, les drames que l'on vit en tant que spectateur privilégié. Et à la fin de sa vie, j'ai l'habitude aussi de dire que quand on vit un drame personnel, c'est quand la mort d'un proche, d'un frère, d'un enfant, c'est un coup de poignard qui vous plante dans le corps. Nous, dans notre vie, on a eu des tas de petits coups de canif. Le problème, c'est qu'à la fin de sa vie, on est lardé de coups de canif. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on écrit un livre. Oui, vous avez évoqué, dans ces drames, vous avez évoqué la mort, mais aussi les personnes collatérales, toutes ces familles détruites. Et vous évoquez notamment la difficulté qu'il y a d'annoncer la mort d'un proche à quelqu'un, la mort d'un fils, d'un frère, d'un parent. Oui, c'est... puis j'appartiens à une génération où on nous a jamais expliqué comment il fallait faire. Il fallait le faire avec, je dirais, son intellect et son intelligence. Moi, j'ai toujours considéré que je donne cette image que j'ai trouvée un jour et qui peut comprendre un peu comment ça se passe. Quand vous êtes dans une chambre et qu'il y a un enfant qui est mort, malheureusement, vous n'êtes pas arrivé à le sauver. À l'intérieur, il y a l'équipe de secouristes, des pompiers, il y a votre équipe médicale, l'infirmier, votre conducteur. Et c'est le rôle du médecin d'ouvrir la porte et d'aller annoncer aux parents que l'enfant, le bébé, dans le cas de la mort subite du nourrisson ou d'autres drames, malheureusement la personne est morte. Bien sûr, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, simple et loin de là. Mais j'ai toujours considéré que ce moment est un moment extraordinaire au sens le plus strict du terme pour la famille qui va recevoir cette information et qu'il fallait, moi, être excellent. La recherche de l'excellence me permettait d'être dans une action. Et je dirais, j'étais un peu comme le sauteur à la perche, qu'il n'y a plus rien qui existe que la barre qui doit passer au-dessus de cette barre qui est à 6 mètres 10 ou 6 mètres 15 et qui est polarisée par cet objectif d'excellence. Et là, moi, ça a toujours été un petit peu ma démarche. J'étais porté par ceux qui étaient derrière moi, qui me faisaient confiance. Et j'ai toujours essayé d'annoncer cela avec les 3 critères de la communication de crise, qui est d'abord la vérité, on ne peut pas la masquer, il est mort. C'est la pédagogie, essayer d'expliquer, et puis essayer surtout, notamment lorsqu'il s'agit de mort d'enfants, de déculpabiliser, parce que souvent, mais si l'enfant est mort, c'est parce que tu l'as pas surveillé, ou parce que on lui a acheté un vélo et puis il s'est fait écraser par un poids lourd, donc tout de suite essayer de déculpabiliser dans la pédagogie, et puis enfin bien sûr
tout ça avec une empathie. Alors, vous dire que c'est simple, que c'est facile, loin de là. Mais cette recherche de l'excellence vous permet d'être dans l'action. Et on sait très bien, enfin, ceux qui étudient les neurosciences, que lorsqu'on est dans l'action, ça inhibe l'émotion. Parce que tout simplement, les structures cérébrales mises en jeu sont telles que ce sont des structures. L'action est gérée par des structures qui sont périphériques au niveau du cerveau. Et l'émotion, c'est des structures beaucoup plus profondes. Et quand on est dans l'action, eh bien, ça diminue, je dirais, l'activité d'émotion. C'est pour cela d'ailleurs que, et c'est dans le prologue, on le voit très bien, que lorsqu'on n'est plus dans l'action, eh bien, et qu'on est reconfronté à la mort d'une personne qu'on a essayé de sauver, mais qu'on n'est plus dans l'action, essayer de sauver, eh bien là, on n'est plus protégé par son action et l'émotion va ressortir, quoi. C'est vrai que cette question de la mort est toujours très compliquée, mais vous l'évoquez, il y a un rapport à la vie, à la mort qui a énormément changé en quelques années. Vous avez dû l'observer tout au long de votre carrière et vous le dites. Oui, alors même, enfin, de nombreuses années, c'est-à-dire que c'est pas il y a quelques dernières années, je veux dire, il y a, sur les 50 ou 60 dernières années, moi quand j'étais enfant, lorsque les gens mouraient, il y avait des tables noires devant la porte lorsque les gens étaient assez modestes, et puis s'ils étaient beaucoup plus riches, c'était des gros catafalques. Plus anciens, lorsque les gens décédaient dans les villages, c'était le corbillard qui passait, tout le village qui suivait. Quand les gens mouraient, on allait les voir, même les enfants allaient voir les morts, etc. Et depuis, on va dire une cinquantaine d'années, la mort a été cachée. La mort a été cachée, on meurt à l'hôpital souvent, et on ne sait plus ce qu'est la mort. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que moi j'ai vécu 2 ans en Afrique, à garder ceci. Lorsque les gens meurent, c'est une fête, c'est-à-dire que lorsque les gens sont riches, par exemple, au Gabon, lorsque j'habitais à Libreville, eh bien ils louent la rue, on met des tentes et puis tout le monde va venir, les amis, et on va. Alors on fête pas, on n'est pas heureux que la personne meure, mais on va profiter de cette mort pour honorer la vie, en fin de compte. Et ça, je pense qu'on l'a perdu, et ça se voit tous les jours, hein. C'est-à-dire que moi je le vois en tant que médecin, je continue à faire de la régulation médicale, et les gens comprennent pas la mort, parce que la mort c'est quelque chose de particulier. La mort, c'est quelque chose qui est biologiquement naturel. Il n'y a rien de plus naturel que la mort. C'est-à-dire, si vous prenez un être vivant, il va naître, vivre et mourir. Que ce soit un homme, un animal ou une plante. Donc, la mort fait partie de la vie. Donc, c'est biologiquement naturel et c'est incontournable. Et puis, en même temps, c'est toujours douloureux. Parce que même la mort d'un vieux monsieur de 92 ou 95 ans, qui est donc assez naturel, eh bien, lorsque vous l'annoncez à son épouse qui a 88, 89 ans, c'est toute sa vie qui s'effondre. Non seulement, bien sûr, la vie du monsieur est effondrée, mais la vie de cette dame qui a vécu 60 ans avec ce même monsieur s'effondre. Et donc, c'est douloureux. Donc, on a un phénomène qui est à la fois extrêmement naturel et toujours plus ou moins douloureux. Et cette ambiguïté, eh bien, nos sociétés modernes savent souvent pas très bien la gérer. Et c'est pourtant la mort est au cœur de l'actualité législative, on le voit en ce moment. Oui. Oui, alors je ne veux pas rentrer dans ce débat, d'abord parce que je ne connais pas suffisamment bien la loi. En tous les cas, moi, ce que je pense, c'est que la mort, il faut respecter la mort, parce que il faut que la mort soit la plus douce possible, quoi. Il faut faire en sorte que, eh bien, c'est un petit peu comme l'atterrissage d'un avion, hein. Il faut que l'arrondi qui permette l'atterrissage soit le plus doux possible. Et alors, bien sûr, c'est toujours très compliqué entre les débats sur l'euthanasie, le suicide assisté, c'est pas si simple que ça. C'est pas oui, non, blanc, noir. Bien sûr, tous les médecins, lorsqu'on fait par exemple quelque chose qui est dans la loi, qui est le LATA, c'est-à-dire la limitation des traitements actifs, c'est-à-dire qu'on va tout arrêter, on sait que la personne va mourir, bien sûr, on va entraîner la mort, parce qu'on sait très bien que ces personnes, si on enlève les drogues qui sont vasocardiaques, etc., la personne va mourir dans les heures qui viennent, donc on le sait bien. Donc, mais cette limite entre l'euthanasie et la limitation des thérapeutiques actives est toujours un peu très floue. Et le but, c'est que ces gens, lorsqu'ils sont vraiment dans la dernière phase d'atterrissage, il faut que ce soit d'abord le plus serein pour eux, et puis en même temps avec un délai
une durée pas trop longue pour que pas attendre des jours et des jours une agonie, une mort qui existe mais sans exister, et puis en même temps suffisamment longtemps pour que les proches puissent une dernière fois voir les patients, quoi. C'est une question, on peut pas répondre en 2 minutes. C'est vraiment une question philosophique, et malheureusement les débats actuels sur la mort sont polarisés sur de très mauvaises, dans un sens d'ailleurs comme dans l'autre. Ça nécessite un peu de hauteur et beaucoup d'humilité, en fait, je pense. Alors, toujours autour de cette question de la mort, vous évoquez la manière qu'on a de rendre hommage dans tout un chapitre aux héros et aux victimes. Et vous dites par exemple le héros, c'est le colonel Beltrame, par exemple. Et puis les victimes aussi prennent une place très importante. Est-ce que vous le dites dans un chapitre vers la fin de votre livre, on n'arrive plus vraiment à identifier qui sont les héros, qui sont les victimes. Et vous dites en toute modestie que vous ne vous considérez pas comme un héros. Peut-être que certaines personnes que vous avez secourues ne seront pas d'accord avec vous. Non, mais je crois que le héros, c'est simple. Le héros, c'est quelqu'un qui met en jeu quelque chose d'important pour lui, pour une cause qui le dépasse. Alors, et quelque chose d'important, ça peut être même la vie. Donc, ce qui m'énerve beaucoup, c'est de lire sur les réseaux sociaux. Je donne cet exemple parce qu'il me vient et puis ça m'avait un peu heurté parce que justement, il y a une comparaison possible. 2 gendarmes et une jeune femme avaient couché sur une aire d'autoroute. C'est des héros. Ben non, on peut les féliciter, ils ont une action tout à fait louable, etc. Mais c'est pas des héros. Le héros, c'est le colonel Beltrame. Le colonel Beltrame, il met en jeu sa vie, d'ailleurs jusqu'au bout, pour sauver une femme. Lui, c'est un héros. Donc, il faut pas confondre le héros, quelqu'un qui fait bien son métier, qu'il faut féliciter certainement, mais c'est pas un héros. Et puis, la victime, c'est quelqu'un qui est victime d'un événement. Et on a tendance, je suis pas le premier à parler de ça, bizarrement, plus on reconnaît les victimes, plus on oublie ce que sont les héros. Et bon, j'ai été conseiller spécial de la secrétaire des victimes, donc je suis le premier à défendre les victimes, à essayer de faire en sorte que les victimes soient reconnues dans tous les sens du terme, reconnues d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociétal et d'un point de vue même financier. Mais on ne peut pas comparer ces 2 choses complètement différentes. Et je vous donne un exemple très simple. Lorsque Klaus Barbie a été jugé, il a été jugé pour le génocide des enfants d'Isieux, qui sont des victimes, elles. C'était pas des résistants, c'était des victimes, pures et simples, c'est pas des héros. Étaient des victimes. Il a été jugé parce que c'est un crime imprescriptible. Mais il n'a pas été jugé pour l'assassinat de Jean Moulin, pour l'assassinat de Bloch, qui eux étaient des héros et pas des victimes. C'était des héros, alors qui sont peut-être morts en victime, mais qui sont des héros qui ont donné leur vie pour la nation. Mais il n'a pas été jugé pour ça, parce que là, le crime, même si c'était un crime de guerre, était prescrit. Donc, vous voyez, c'est même pas une question de savoir que sur un espace vectoriel, il y en a un qui est plus important que l'autre. C'est vraiment 2 espaces différents, et il faut pas les opposer. La seule chose que on peut dire, c'est que une société qui tente à reconnaître les victimes oublie très souvent ce que sont les héros, quoi. Alors, pour finir, vous parlez un peu de vraiment de l'activité médicale. Vous dites il y a un problème de formation et aussi de manque de médecins. Quels sont les qu'on peut alors, bon, là aussi, c'est pas en 2 minutes qu'on va essayer j'essaie dans le livre de donner quelques pistes de réflexion. Ce que je constate, c'est que, donc, moi, en 40-50 ans, la médecine a fait des progrès énormes. Il y a, par exemple, une quarantaine d'années, si vous aviez un infarctus du myocarde, vous aviez des risques de mourir non négligeables. Il y a des tas de gens célèbres qui sont morts d'un infarctus, Lino Ventura, Louis de Funès. Lorsque vous aviez un infarctus, il y a dans les années, au tout début des années 80, eh bien, c'est un vaisseau qui se bouche au niveau de l'irrigation du cœur, et puis il y a une partie du muscle cardiaque qui va mourir, puis on attendait que la nature fasse les choses. Si elle faisait bien,
vous survivez, si elle faisait mal, vous mourrez en gros. C'était assez simple. Bon, depuis, on a des techniques, à la fois des techniques médicamenteuses, c'est-à-dire des médicaments qui dissouent le caillot, et puis plus évoluées d'ailleurs, ce qu'on appelle la coronarographie interventionnelle, c'est-à-dire qu'on fait passer un tuyau, on va déboucher le tuyau, on va mettre un stent qui est un ressort qui permet de garder l'artère ouverte. Donc on a une véritable thérapeutique contre l'infarctus, et puis la mortalité de l'infarctus n'a rien à voir, même s'il reste quand même un reliquat de mortalité à la suite de l'infarctus, mais n'a rien à voir à ce que c'était dans les années 80. Pour donner cet exemple, mais aussi en cancérologie, avec l'accident vasculaire cérébral, en 50 ans, la médecine a fait des progrès énormes, et on constate malheureusement qu'en 50 ans, l'offre de soins s'est effondrée. Essayer de trouver un médecin généraliste, avoir la consultation d'un spécialiste relativement rapidement. C'est quand vous avez un bouton qui vous inquiète, vous voulez voir un dermatologue pour savoir si c'est pas cancéreux, bah vous faites Doctolib et vous avez un rendez-vous dans 6 mois, etc. Donc l'offre de soins s'est effondrée alors que la médecine a fait des progrès énormes. Et voilà, c'est on va pas le problème oui, en 2 minutes. Mais voilà, discussion. Il y a quelques pistes à la fin du livre de réflexion. Voilà. En tout cas, je rappelle à nos téléspectateurs, de sang et d'or quand l'urgence est une vie. Vous pouvez le trouver sur la boutique TVL. Écoutez, merci Claude Fuat pour merci beaucoup ce très beau témoignage, en tout cas, témoignage de toute une vie donnée, voilà. donnée pour les autres. Voilà, c'est un livre, je dirais, d'action, d'émotion et de réflexion. Voilà. Chers téléspectateurs, bonne journée à vous et à une prochaine fois.